Donc, je m'appelle Aurélien Véron, je suis conseiller de Paris et métropolitain et élu à Paris-Centre ici. Je suis candidat aux législatives dans la 7e circonscription qui couvre le 4e arrondissement, une partie du 11e, une partie du 12e. Et à côté de la politique, j'ai un métier dans la vraie vie, dans une entreprise privée. Je me suis engagé tardivement lorsque j'ai eu le sentiment que mes libertés étaient vraiment atteintes et que la société française, les réglementations, les normes, le cadre de vie devenaient vraiment écrasant, oppressant. On est une grande démocratie rayonnante quand même, mais le quotidien, on sent chaque année s'affaisser un peu avec des contraintes qui viennent de droite et de gauche. Et je suis réveillé quand j'avais une quarantaine d'années en me disant il faut que ça c'est plus durable et il faut que je m'investisse. Critiquer n'est pas sain, il faut passer à l'action et donc il faut être acteur, puis essayer de changer les choses soi-même. Un député, c'est un pion d'un très grand échiquier. Alors, le député seul pèse peu. En revanche, le député a une capacité d'influence auprès de ses collègues autres députés, donc on peut créer des coalitions pour pousser des idées. On a une légitimité parce qu'on porte la voix des électeurs, des citoyens, donc on peut porter une voix nouvelle axée sur les libertés, axée sur l'ascenseur social, axée sur des thématiques de transition écologique, sous un angle et avec une méthode qui ne sont pas forcément celles des autres, mais on peut ensemble, à plusieurs députés, pousser l'opinion publique et pousser surtout les lois. On peut aussi contrôler le budget de l'État, qui est un budget faramineux pour des résultats assez médiocres, donc essayer d'améliorer la productivité, la qualité des services publics. Je pense que le député a un rôle assez large, mais ensuite c'est à lui d'être très actif et d'arriver à trouver les bonnes coalitions pour faire bouger les choses. Je pense que un député, c'est une femme ou un homme qui a une épaisseur de vie, qui a une expérience. Beaucoup d'entre eux ont fait leur carrière exclusivement dans les cabinets d'élus, dans l'administration, et donc sont des gens qui ont une connaissance d'une bulle d'élus locaux, qui sont formidables, mais qui ne connaissent que la bulle de l'action politique, de ministère et d'action purement publique. Or, la vraie vie, c'est le monde associatif, c'est aussi le monde de l'entreprise, qui crée de l'emploi, qui crée du lien social, qui crée de l'innovation, qui exporte, qui fait rayonner la France. Et la plupart des députés n'ont pas cette expérience. Moi, j'apporte une expérience assez différente et je crois à la diversité, à la mixité de toutes les expériences. Et je crois important que l'Assemblée ait aussi des représentants qui viennent de ce monde de l'entreprise, qui a des choses à dire, qui a une expérience du vécu et de la vie ensemble différente de l'entreprise, du monde politique. Et donc voilà, je pense présenter un profil assez différent des élus en général. Mais je reconnais que quand je regarde le profil des députés dans leur majorité, ils ont tous un profil assez identique. Et ça explique peut-être la pauvreté du débat politique jusqu'ici. J'ai créé le Parti libéral-démocrate parce que ce goût pour la liberté, cette attente de repousser les murs et de nous libérer finalement de contraintes réglementaires, normatives, fiscales, parce que vous allez découvrir que la fiscalité ça pèse très lourd dans le quotidien. Ce parti était un parti indépendant, autonome et qui voulait réinventer la France, réinventer le modèle social, réinventer nos libertés. Le résultat, c'est que c'est un apprentissage humain et politique important parce que être un parti à la marge, c'est très riche. En revanche, le modèle politique français ne laisse pas d'espace à des partis neufs. Emmanuel Macron a réussi ce coup-là, mais avant lui, le plus gros qui avait tenté, c'était Bayrou avec le Modem. Il venait de l'UDI, donc c'est pas non plus un parcours vierge. Non, le seul qui a vraiment réussi, c'est Emmanuel Macron, qui finalement est assez conformiste, mais je tentais la même expérience avant et j'ai pas réussi. Par contre, j'ai beaucoup appris, puisque dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Donc j'ai appris, on a appris un certain nombre d'entre nous, parce que nous étions assez nombreux. Et puis en 2019, les municipales se sont préparées à Paris, et Rachida Dati m'a appelé, elle ne me connaissait pas. Elle avait entendu parler de moi par le Parti libéral-démocrate et de mes campagnes, qui étaient des campagnes plutôt réputées auprès des élus des grands partis. Et donc elle a dit, voilà, pour Paris-Centre, le 1, 2, 3 et 4e arrondissement, on cherche quelqu'un qui connaisse le terrain, qui connaisse la politique, qui ait des convictions. Elle était assez attachée à ce côté conviction pour justement renouveler le logiciel des élus traditionnels. Et donc elle m'a confié la tête de liste à Paris-Centre. Donc j'ai monté ma liste en partant de 0 élu et donc de cette expérience du Parti libéral-démocrate. J'étais pas LR, j'étais indépendant et donc j'ai fait 33% au second tour dans une triangulaire compliquée. Donc je suis élu au Conseil de Paris grâce à ça, grâce à Rachida Dati, grâce à une campagne que j'ai réalisée, grâce à l'expérience que j'avais dans ce parti indépendant. Mais il y a un moment, si on veut franchir l'étape et être élu et porter la voix des Français, une partie des Français, malheureusement, mais c'est la vie, c'est la réalité, il faut être dans un grand parti, il n'y a pas tellement d'espace pour les partis marginaux. Quand je regarde le gouvernement actuel,
qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est essentiellement des ministres qui ont fait leur carrière dans des ministères, dans des mairies, dans des territoires, dans l'administration, énarques ou pas énarques, et donc très peu ont cette culture de la vie réelle. La vie réelle, c'est de faire ses courses, c'est être en entreprise, avoir une feuille de paye, éventuellement avoir des employés, gérer l'URSSAF, gérer des aspects de la simple vie. Et donc, à partir du moment où les ministres ont leur culture, leur rail de vie, c'est un rail, et que la vie, c'est tous les chemins de traverse, ben, vous voyez le train passer, il n'y a pas d'accroche. Je crois qu'il faut rétablir ce contact. Alors comment? Ça veut dire par l'implication de ceux qui sont dans la vraie vie. L'inconvénient de la vie politique, c'est que ça a beaucoup de contraintes. On se prend beaucoup de coups, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend un temps effroyable, c'est un temps qui se retire de la vie sociale, c'est-à-dire vos amis, votre famille, vos enfants, vous les voyez moins. Donc c'est beaucoup de sacrifices, et à la fin vous prenez beaucoup de coups parce qu'on vous insulte, on vous traite de salaud, de traître, dès que vous faites un choix, c'est jamais le bon. Donc il y a un engagement personnel qui coûte très cher. Et quand on est dans la vraie vie, et que finalement la vraie vie elle change grâce aux smartphones qui ont changé la manière de communiquer, d'échanger, de toucher des nouvelles communautés, grâce à peut-être Netflix qui change le rapport à la culture audiovisuelle, grâce à l'avion pas cher qui fait qu'on peut prendre l'avion pour 50 € et traverser l'Europe. La vie au quotidien a beaucoup changé sans la politique. Pourquoi aller s'ennuyer à faire de la politique quand de toute façon la vie quotidienne est déjà changée non pas par la politique mais par des entreprises innovantes, par la concurrence, par la compétition qui vous offrent des tas de perspectives. Donc, c'est vrai que cette déconnexion, reconnecter les Français de la politique, je crois que ça va passer par un vrai débat de fond. La liberté, la propriété privée, la culture, l'école, l'éducation, le mérite. Quelles sont les perspectives qu'on s'autorise à soi-même et pas qu'on vous impose. Hein. On ne veut plus subir, je pense. Donc un vrai débat. Et puis sans doute des élus qui soient plus des élus justement qui fassent cet effort de quitter leur vie on va dire, avec un stress, un cocon quand même de société civile, qui s'engagent en politique en sachant qu'ils n'ont pas forcément les codes. Ça veut dire que la classe politique doit faire un gros effort, c'est d'apprendre les codes de la vie politique aux non-politiques. Ma suppléante, Delphine Malachard, elle n'a jamais fait de politique. Elle est prof d'anglais, elle a été sportive, elle a animé Interville il y a quelques années, elle a une émission sur le gluten, elle publie des livres, donc elle a plein d'activités dans sa vie. Tout d'un coup, on l'a appelée, on lui a dit « Est-ce que tu veux être sur ma liste au municipal ?» Elle a dit oui, elle est élue au Conseil de Paris. On a échangé et je la trouve très riche parce que justement, elle n'a pas cette touche politique. Elle analyse tout à travers son prisme de mère, de sportive, d'entrepreneur, de prof. Donc, tous ces aspects de sa vie, ça lui donne une lecture de la vie qui est très différente. Et je trouve qu'elle correspond exactement à ce que moi j'attends de la politique, c'est-à-dire des gens qui ont des valeurs, qui ont un prisme, mais qui n'ont pas ce parcours fléché où toute sa vie on a milité auprès d'un maire, auprès d'un ministre, auprès d'un député. En fait, on ne connaît que cet univers-là. Il faut en sortir. Je pense qu'on a un modèle scolaire qui arrive au bout du rouleau. Les professeurs ne sont pas reconnus à leur juste valeur, or ils ont un rôle important. D'ailleurs, on en embauche de moins en moins parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui ont envie. Ceux qu'on embauche ne sont pas forcément les meilleurs, ce qui n'est pas bon pour nos enfants. Deuxièmement, le modèle éducatif n'a pas beaucoup évolué. Il évolue, mais il reste très fondé sur l'apprentissage abstrait, sur un modèle unique, le collège unique, sur une planification de la mixité qui est très arbitraire, la carte scolaire, les logiciels, les algorithmes obscurs, AFOLNet, IPSUP, Parcoursup et AFOLNet, c'est incompréhensible. Et ça fait des tris dans lesquels on met alors un ingrédient un jour, c'est le mérite, au début, prétendument. Ça serait formidable, parce que dans les cités, en province, à Paris ou dans toutes les cités, on a des gens qui ont du mérite qu'on peut identifier. Non, non, après le mérite, on est non, mais la classe sociale. Mais la classe sociale, est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est du collège? Donc on change les paramètres en permanence, donc c'est pas stable, c'est pas compréhensible, et finalement les familles sont très angoissées, ça crée de l'anxiété. C'est aussi une école qui est sur la sanction, et souvent l'humiliation. Je dis ça parce que on a tendance en France à partir d'une note, voilà, vous avez fait un dossier, vous avez rendu une dissertation, on vous met 15, et puis faute d'orthographe, hop, moins 3, erreur je sais pas quoi, moins 2, et à la fin on finit à 8. Et en fait on vous rabaisse. Je pense que l'école elle est là pour élever. Donc moi la manière dont je vois l'éducation demain, c'est une éducation où au contraire on essaie de détecter, de déceler chez les élèves les talents, des talents de l'intelligence manuelle, l'intelligence créative, l'intelligence purement formelle, purement abstraite. Et en fonction des talents de chaque enfant, on valorise ce talent pour en faire quelqu'un qui soit autonome financièrement, qui soit un citoyen, qui soit bien dans ses pompes, qui sache exprimer oralement, qui sache travailler avec les autres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On travaille tout seul. Dès qu'on copie, on copie, donc on est puni. Alors le travail en équipe devrait être la base de l'éducation. On devrait réfléchir. On est inondé de données. On ouvre Google, on ouvre un dictionnaire. On a partout des informations. Il faut trier, vérifier pour éviter les dérives complotistes, pour éviter les dérives d'analyse faussée. Donc il faut apprendre à contrôler l'information, à la dompter et à la contrôler. C'est un travail de journaliste presque, mais les élèves le font de mieux en mieux parce qu'ils ont accès à ces outils qu'ils apprennent.
On doit apprendre aussi à travailler ses points forts, et l'école ne vous apprend pas à travailler vos points forts. On doit apprendre à apprendre toute la vie, puisqu'aujourd'hui notre génération va apprendre toute sa vie. C'est fini, à 22 ans je quitte la fac ou à 20 ans je quitte l'école. Et non, aujourd'hui à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on continue à apprendre parce que les technologies évoluent et qu'il faut évoluer soi-même, et l'école sert à ça. Donc je crois qu'il faut refonder une école qui soit une école de la confiance, une école de l'apprentissage de nouvelles qualités, et pas seulement une école de l'humiliation, une école de l'apprentissage du par cœur. J'exagère un peu, c'est peut-être caricatural, mais je vois schématiquement des jeunes qui sont très angoissés, alors que dans certains pays voisins, les enfants, au contraire, à 18 ans, malgré l'adolescence, malgré des stress d'identité personnelle, sont plutôt en confiance. Je crois que l'école doit apporter cette confiance, l'estime de soi aux élèves. C'est vrai que je pars d'une feuille blanche, c'est-à-dire que je n'ai pas d'identité, les médias ne me reconnaissent pas. Comme au municipal, quand j'ai commencé en 2020 au municipal, je n'étais pas élu, j'avais sur ma liste personne d'élu non plus, et j'avais face à moi que des listes poids lourds. Un député avec des élus de droite, deux maires de gauche qui faisaient une liste de gauche, un maire écolo avec sa liste, et un maire de droite en dissidence avec Valérie Pécresse qui était dans cette liste dissidente, enfin qui soutenait la liste dissidente, avec sa photo et son image. Donc je partais à zéro et j'ai fini à 33%. Cette fois c'est pareil, je pars avec le score de Valérie Pécresse, qui est un échec monumental, avec une droite qui est décomposée, comme elle l'était en 2020 pour les municipales, la même chose. Et donc mon travail, c'est d'abord l'ancrage que depuis 2 ans j'ai acquis. J'ai cet ancrage qui fait que je connais des gens, des citoyens qui m'appellent pour leurs problèmes quotidiens, et donc j'ai une image. Je pense avoir une image d'énergie et plutôt de proactivité et de contact très terrain. Ensuite j'ai des convictions, donc j'ai choisi de publier 3 journaux de fond. Qu'est-ce que c'est qu'un député et comment moi je me vois député demain par rapport aux députés qu'on connaît qui sont plutôt déconnectés de la vie réelle. Deuxièmement, comment je vois l'ascenseur social, c'est-à-dire l'école, la formation, comment on ouvre les perspectives aux jeunes et aux moins jeunes, c'est-à-dire on recrée des ponts entre les moins diplômés, les moins qualifiés et la vie qui a besoin de qualification, et puis comment on élève les gens vers le haut. Ça passe aussi par l'entreprise. Et mon 3e document qui sort ce week-end, qu'on va tracter aujourd'hui, c'est sur la transition écologique. Pas une transition punitive, une transition rétrograde, où on recule et on revient à moins de consommation. Ça peut sonner agréablement, mais moins de consommation, c'est moins de santé, c'est moins d'école, c'est moins de culture. Moi je suis pour au contraire plus de culture, plus d'éducation, plus de santé, une consommation qui continue à s'améliorer. Ça passe par l'innovation, des innovations écologiques. L'innovation par exemple de capter le CO2. On commence à avoir des usines qui captent des millions de tonnes de CO2. Ce n'est pas suffisant, c'est un début. Si demain on arrive à capter 5 à 10% du CO2 qu'on émet, ça viendra compléter les forêts et les océans qui font ce travail-là. Il y a une course contre la montre, donc il faut aller vite, mais si on va trop vite, on sent que les Français se brusquent. Je rappelle que les Gilets jaunes ont démarré parce que la démocratie ne suivait pas la manière dont on voulait, par un petit pas, parce que la taxe était minimale et les 80 km/h sur la route étaient une petite réduction, mais ça a tellement énervé l'identité des gens que ça a cassé. Si on ne veut pas casser, il faut trouver le bon rythme. Donc il faut que les entreprises innovent à grande vitesse, il n'y a pas de contraintes, et que les contraintes de normes, de règles, soient en adéquation avec une démocratie. Alors certains partis extrémistes de gauche, par exemple, préconisent de passer dans des modèles moins démocratiques pour aller plus vite. Je rappelle que les systèmes non démocratiques n'ont jamais bien traité la planète. Donc quand j'entends le choix entre démocratie ou une dictature éclairée, je dis attention parce que la dictature éclairée, ça n'a jamais été positif, ça n'a jamais abouti ni pour nos libertés d'individus, l'essentiel c'est quand même l'homme, ni pour la planète. Donc soyons attentifs à avoir le bon rythme de réglementation, de normes, de restrictions, et parions énormément sur la recherche et l'entreprise. Et ça ne se fera pas à l'échelle de la France. Je suis profondément européen parce que je crois que tous les enjeux qui nous attendent, les nouvelles technologies, le cloud, l'intelligence artificielle et aujourd'hui le climat, ce sont des enjeux qui dépassent largement les frontières hexagonales. Et donc si on n'est pas européen, si on n'a pas cette vision large, on n'ira nulle part, seul. Alors, les Républicains, c'est un parti qui est aujourd'hui blessé, qui doit se réinventer, qui doit admettre ses défaites. Je crois que l'opposition pure, ça ne suffit pas. Il faut être dans une opposition constructive. Les Français attendent aussi qu'on apporte des réponses. Moi, un texte de loi qui va dans le bon sens, je n'ai aucun souci à le défendre. S'il est critiquable, je critiquerai. Si je suis vraiment opposé, je vais lui opposer. Donc cette opposition, elle doit être constructive. Par rapport à quoi? Par rapport à un prisme idéologique. Encore une fois, moi je suis attaché à des valeurs, je suis engagé parce que j'avais des valeurs, la liberté, la fraternité par l'ascenseur social, la mobilité sociale. J'aime l'égalité des droits, j'aime pas les minorités maltraitées. Je n'aime pas non plus
la démarche intersectionnelle actuelle qui fait qu'on surestime des identités particulières par rapport à d'autres. Moi je suis pour l'égalité des identités, donc vraiment liberté, égalité de droits et fraternité, en aidant cet ascenseur social à redémarrer. La droite doit se réinventer et se fonder aussi sur ses valeurs. Je vais y contribuer à ma petite mesure en apportant ces valeurs-là, en disant la droite, voilà, la droite c'est d'abord la liberté. La droite c'est la liberté par rapport à des règles sociales, par rapport à la loi. On respecte la loi, mais on a cette liberté d'agir en conscience et de faire des choix qui peuvent être moraux, immoraux. On peut être immoral de temps en temps, on a tous des petits choix au quotidien qui sortent de la morale, mais ce sont des choix, on en assume les conséquences. Si ça marche bien, on bénéficie du succès pleinement. Si ça ne marche pas, on tire les conséquences de l'échec. Cette liberté, elle est essentielle. Elle est essentielle d'abord pour avoir une immunité humaine par rapport aux difficultés de la vie, la maladie, l'échec, les chocs. Donc cette liberté, c'est aussi une méthode d'apprentissage. C'est une conscience. On réfléchit, on se pose des questions, on se remet en question. Cette liberté, elle doit être au cœur du logiciel de la droite. Et puis la transmission d'un patrimoine de valeurs, la transmission du patrimoine de la planète. C'est quand même un patrimoine qu'on emprunte aux générations futures. On ne peut pas tout faire parce que la planète, c'est compliqué. Hein. D'abord, la planète est plutôt hostile à l'humanité, il faut le rappeler. Les tremblements de terre, les volcans, les virus, l'humanité, c'est qu'une longue histoire on apprend à dompter la planète. Mais il faut aussi la respecter. Et donc aussi, on a un gros enjeu de transmission de patrimoine. Ça, c'est la droite. Voilà. Une fois que la droite s'est recalée sur un logiciel de pensée et des valeurs fortes, on peut reconstruire. Et donc cette opposition par rapport à Emmanuel Macron et son gouvernement, ça doit être une opposition par rapport à ses valeurs. Si Emmanuel Macron, et comme Emmanuel Macron n'a pas de cap, c'est une éponge opportuniste qui choisit des choses à droite, des choses à gauche, parfois ça va dans le bon sens selon ma vision à moi, et selon LR, il faut le dire. On dit, bah voilà, là c'est plutôt un bon choix, et on l'encourage. On peut critiquer la marge, mais globalement dans l'ensemble, on suit. Et puis au contraire, quand il y a des sujets qui vont dans le très mauvais sens, et ben là on s'oppose viscéralement, et on n'hésite pas à l'exprimer parce que c'est notre rôle. Déjà les écouter. Écouter les jeunes, c'est toujours intéressant parce que d'abord, ils ont leurs préoccupations qui ne sont pas forcément celles des autres générations. Problème d'école. Je pense qu'il y a beaucoup de revendications sur l'organisation de l'école et l'éducation en général. Donc, déjà écouter ces problèmes et en tirer des leçons. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord avec les jeunes, mais ça veut dire qu'au moins on cherche à apporter des réponses. C'est l'emploi, premier emploi. Il y a une grosse inquiétude par rapport au premier emploi. Est-ce que je vais trouver un job? Est-ce que je vais trouver un job qui me plaît, qui fait sens? Pas un job absurde. Il y a la question de la planète qui inquiète beaucoup. Donc c'est établir ce dialogue, apporter des réponses, apporter du débat, parce que les réponses ne sont pas forcément celles qu'attendent les jeunes. D'abord, il y a les jeunes, chaque jeune a sa propre pensée. Hein. Donc apporter du débat et montrer qu'en fait ces discussions, ces sujets, l'école, l'emploi, la planète, et puis il y en a bien d'autres, hein, sont des débats où il n'y a pas une réponse unique. La planète, il y a des décroissants. Il y a ceux qui pensent que le nucléaire va nous sauver avec une énergie assez propre, assez abondante. D'autres qui pensent que le nucléaire c'est dangereux et qu'il faut s'en passer. Est-ce qu'il faut faire de l'innovation avec des entreprises vertes qui innovent pour capter le CO2, pour préserver la biodiversité? Ou est-ce qu'on parie plutôt sur la décroissance pour au contraire consommer moins et avoir moins d'entreprises, au risque de vivre moins longtemps parce que la santé, la recherche pharmaceutique, la recherche médicale reculera? Donc il y a plusieurs réponses possibles. Et je pense que ce que les jeunes attendent, c'est justement avoir ce débat sur quelles sont les méthodes, quels sont les moyens d'atteindre un objectif. Alors vraiment, il y a un débat, et donc il y a des désaccords, hein, c'est déjà plus excitant que la pensée unique. Quand vous êtes sur un tract, moi je suis pour sauver la planète, bon, qui n'a pas envie de sauver la planète? Je suis contre la guerre, qui est contre la guerre? On aime tous l'amour, la bonne santé, l'égalité, etc. Donc il faut apporter aussi de comment on y arrive. Et je pense que dans ce comment, il y a beaucoup d'excitation, de débat, et les jeunes ont envie de débattre, de dire non, de dire je pense ceci, je pense cela, et d'avoir de la contradiction. Et je pense que dire aux jeunes, ouais, t'as raison, je suis avec toi, c'est les mépriser. Leur dire, moi je pense, voilà, j'ai réfléchi, j'ai lu, peut-être vous aussi, ma réponse c'est cette méthode, c'est cette direction, je suis pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais pourquoi? Et on fait un débat, je pense que ça c'est du respect. Et de savoir avoir cette confrontation démocratique avec des oppositions, avec des accords, mais avec un vrai débat, où il n'y a pas de langue de bois, ça attire beaucoup plus le respect que de dire ouais, moi je suis avec la planète, je suis avec vous, je suis contre les riches. Qui est contre, enfin, on est pour ou contre les riches, je vois pas le. Voilà. Il y a des clichés qu'on balance aux jeunes et qui, à mon avis, désintéressent beaucoup parce qu'en fait, il n'y a pas. Ça pulse pas. C'est plat.
On sort d'une crise de Covid qui a déprimé toute la France. On a le moral à plat et pourtant on a des enjeux extrêmement importants devant nous. La transition climatique, l'emploi, l'ascenseur social qui est en panne. Donc il faut avoir le courage et l'optimisme de s'attaquer à ces vrais sujets. Moi j'apporte des solutions qui sont des solutions qui peuvent être critiquables, que moi je considère comme efficaces et comme justes, mais il y a du débat. Et ce que je veux apporter dans le débat politique, c'est déjà du débat d'idées. Donc je défends par exemple la concurrence de l'entreprise, je défends le secteur privé, je défends l'innovation, je défends la réforme de l'école pour décentraliser l'organisation scolaire. Je combats la bureaucratie qui pour moi encroute les services publics et les pénalise. Bref, beaucoup de questions que je mets sur la table pour que ce débat politique soit vraiment du débat et pas de la langue de bois. Donc le 12 et le 19 juin, si vous votez, réfléchissez à votre futur député. Est-ce que vous voulez un député soumis à la majorité, un député qui ne débat pas, un député docile? Est-ce que vous voulez un député sectaire, dogmatique, qui refuse tout compromis avec ce qui se fait au jour le jour par la majorité? Ou quelqu'un qui apporte des idées, qui apporte du débat, qui apporte de la contradiction et qui apporte peut-être de la fraîcheur avec une vraie connexion à la vraie vie, la vie de la société civile et pas la vie de la politique?